Voilà, ça enregistre. Donc quelques termes qui pourraient survenir ici, bon, ce sont des noms de pays, le Pérou, l'Équateur, le Chili. On parle de politique extractiviste, du terme extraction, donc l'extraction de ressources minérales par exemple. On peut parler de... Ah oui, donc j'ai parlé de la politique d'industrialisation par substitution des importations. Donc ça, vous pouvez parler de ISI. Il me semble que le même sigle fonctionne dans les deux langues, mais à vérifier, hein. Si ça peut vous simplifier la vie. Il y a un minéral qui s'appelle le coltan. Je parle aussi de lithium. Euh, et puis l'économie de l'information, la fuite des cerveaux. Et la tertiarisation de l'économie. Donc le fait qu'une économie repose plus sur les services, donc le secteur tertiaire de l'économie que par le passé. Voilà. Allez, deuxième partie. Donc j'ai évoqué les républiques bananières. Et ici, je vais réfléchir plus précisément sur la notion des trois secteurs de l'économie. On parle souvent de secteur primaire, de secteur secondaire et de secteur tertiaire. Le secteur primaire, c'est le secteur de l'économie qui se base sur les ressources naturelles, sur les matières premières. Donc, par exemple, en Colombie, on fait pousser des plantes de bananes, on récolte les bananes, ou alors en Arabie Saoudite, on trouve des puits de pétrole. L'économie secondaire, c'est la transformation de ces matières premières, donc c'est principalement les industries. Et puis l'économie tertiaire, ce sont les services, par exemple, ce qu'on trouve dans les banques, ce qu'on trouve dans les agences de publicité, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant ici, dans le cas des républiques bananières, c'est que elles se trouvent dans une relation commerciale très inégale. Ce qu'on appelle en économie termes de l'échange lui sont très défavorables. Au cours de l'histoire, il y a plusieurs exemples de traités commerciaux très inégaux. On peut parler de ceux qui ont été signés entre le Royaume-Uni et la Chine à la suite de la guerre de l'opium. Donc on est là au 19e siècle. On peut évoquer un traité commercial entre le Japon et les États-Unis en 1858. Et on peut se demander si beaucoup de ces républiques bananières ou de pays du tiers-monde ou en voie de développement ne se trouvent pas dans des relations commerciales inégales. En effet, certains font des parallèles entre la situation qui était en vigueur à l'époque des empires coloniaux, par exemple l'empire colonial espagnol ou l'empire colonial néerlandais ou britannique, et la situation actuelle. Certains définissent une économie coloniale comme une économie où les matières premières de la colonie sont exportées et où ces biens sont parfois même transformés dans la métropole, donc dans la maison mère, par exemple au cœur de l'Espagne ou au cœur du Royaume-Uni, pour être ensuite exportés à nouveau dans les colonies qui se trouvent à la périphérie de l'Empire. Donc, on dénonce là le fait que le matériau lui-même provient au départ de la colonie et que, au cours de ces déplacements et de ces transformations, le prix de revient pour le coloniser est bien plus important que si lui-même avait eu les moyens de développer son industrie et de lui-même mettre en œuvre cette industrialisation. Et c'est pourquoi certains, surtout dans les années 60 et 70, des chercheurs en économie, des figures comme Raoul Prebisch de la CEPAL, donc la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine, ou Immanuel Wallerstein, ont parlé de la dépendance entre la métropole, donc le centre du capitalisme, et les périphéries.
Alors, je parle ici de capitalisme. Effectivement, ces économistes se sont basés en partie sur une réflexion marxiste, donc très critique du capitalisme. Je ne souscris pas nécessairement à toute leur analyse, car parfois leur réflexion, selon eux, très souvent, ça ressemble à un jeu à somme nulle, où l'enrichissement des pays industrialisés, à l'époque en Amérique du Nord et en Europe, ne se basait que sur l'appauvrissement des pays dits du Sud. Je pense que c'est peut-être un peu trop polarisé ou binaire, mais cela dit, je pense qu'il y a des conclusions très intéressantes qui sont ressorties de ces travaux. Donc l'idée que le monde se base en bonne partie sur la relation entre le centre de l'économie mondiale et des périphéries. Ces périphéries étant souvent les républiques bananières que nous avons évoquées, donc des économies qui se basent beaucoup sur les matières premières, les ressources naturelles, mais qui disposent d'assez peu d'industrie et encore moins d'économie des services. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que cette ligne de pensée, basée sur la théorie de la dépendance, n'a pas tout à fait donné ses fruits. Elle a influencé des politiciens et des gouvernants en Amérique latine qui ont tenté de remplacer les produits industriels qui étaient importés des grandes nations industrialisées par les leurs, qui auraient été fabriqués sur leur propre économie. Et pour permettre de développer ces industries, ils ont recouru à une politique plus protectionniste et donc ont eu de plus grands tarifs douaniers, par exemple. Les résultats ont été mitigés, peut-être que beaucoup de facteurs ont été en jeu, mais ils sont souvent comparés à d'autres économies qui ont réussi à se développer très fort au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, qui sont le Japon, par exemple, dévasté par la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi la Corée du Sud, qui a également été ruinée par la guerre civile des années 50 et qui aujourd'hui a donné des fleurons comme Samsung, entre autres, ou bien sûr la Chine, qui dans les années 70, avec Deng Xiaoping, est sortie de son premier schéma économique durant cette période communiste pour aboutir à une situation où elle est véritablement le fabricant du monde, pratiquement. Presque tous les biens que nous utilisons, bon j'exagère un peu ici, mais beaucoup de biens que nous possédons sont fabriqués en Chine aujourd'hui. Donc je ne vais pas juger du bien fondé de ces économies, mais ils ont procédé de manière différente et peut-être que toute une série d'autres de facteurs sont en jeu, des facteurs culturels, des facteurs liés à la politique et bien d'autres. Mais je reviens au paradoxe que j'ai évoqué. Pourquoi ces pays qui disposent de tant de richesses sont souvent si peu développés ou souffrent de régimes qui sont parfois très peu démocratiques, alors qu'on devrait s'attendre peut-être au contraire, de manière un peu simpliste. En effet, on peut déplorer qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, des guerres civiles meurtrières ont fait rage depuis les années 90, surtout dans l'est du pays, et c'est précisément une région du monde où se trouve énormément de matières premières, de minéraux, de coltan notamment, qui est utilisé dans des appareils électroniques. Alors, les conflits interethniques ont un certain rôle, mais il est curieux de se demander pourquoi un pays devrait être maudit par ses ressources naturelles. Et là, ça suggère qu'il y ait des manquements dans une certaine pensée économique qui est celle de l'économiste Ricardo, selon laquelle un pays peut tirer un avantage compétitif de
de, de ces ressources naturelles initiales. Bon, c'est peut-être exprimé de manière un peu simpliste parce que euh, d'autres choses peuvent représenter un avantage compétitif, ça peut être le degré de développement, et ainsi de suite. Et cela m'amène au point suivant, qui est que on parle souvent ici en Europe, et je suppose aux États-Unis, d'économie de l'information. Alors ici j'aborde, disons, le dernier point de mon discours. Euh, Vous avez probablement entendu parler de cette notion qui souvent répond à des préoccupations sur la désindustrialisation des premières nations industrialisées comme le Royaume-Uni ou la Belgique ou l'Écosse qui a été une des premières contrées industrialisées. Cette idée, c'est que grâce au développement des technologies de l'information et de la communication, aussi du développement des compétences dans la finance, entre autres, dans l'ingénierie, dans l'informatique, que j'ai déjà mentionné, nous pourrions continuer à bénéficier d'une grande croissance, d'une économie très développée, parce que nous ne dépendrions plus tant des industries et en fin de compte des matières premières. Mais je me demande dans quelle mesure cette approche est viable, dans le sens où toutes les industries dépendent des matières premières et par la suite, le secteur financier dépend des bénéfices engrangés par les entreprises. Et d'ailleurs, je ne vois pas en quoi l'Europe, par exemple, pourrait garder un avantage compétitif si net à moyen ou long terme quand dans d'autres régions du monde, les compétences sont en train d'être développées très rapidement en mathématiques, par exemple, que ce soit en Inde ou en Chine ou en Corée du Sud et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas de réponse définitive à donner là-dessus. Je pense que ça dépasse de loin mes compétences, mais j'observe un certain paradoxe dans cette situation où des pays qui sont peu développés, qui n'ont pas nécessairement des institutions qui leur permettent de bénéficier d'une économie plus développée ou d'un système juridique et politique moins corrompu, souffrent du fait d'avoir trop de ressources naturelles, et d'un autre côté que dans les premières économies industrialisées, qu'on appelle aujourd'hui post-industrielles, on puisse croire que l'information seule puisse permettre d'assurer une croissance viable à long terme, une croissance soutenue et infinie. Voilà, je pense que ça évoque beaucoup de questions et il y a probablement beaucoup de manquements et je suis certain que vous avez aussi beaucoup de réponses à apporter de votre côté. Excusez-moi si ça a été un peu trop long, mais je vous remercie de votre attention.